Ndakamea Bayia Podi Bayiba Mama Tugui Bayia Sedan Bayiba Ndaboigny wo Ya indépendance Noira Ndaboigny Rozoa Rozoa Rozoa. Vous savez pourquoi je suis heureux? Aujourd'hui, nous allons vous envoyer au lendemain de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, quand la musique prenait ses premières bases modernes. Mais nous n'allons pas le faire seuls. Nous allons le faire avec un invité de taille, une bibliothèque, une mémoire. Je ne dirai pas plus. Je ne peux jamais faire cette émission seul. Je la fais toujours en compagnie de mes meilleurs amis. Et celui que vous allez recevoir chez vous maintenant s'appelle Mohamed Ali, le Sénoufo. Oh, Mohamed Ali, tu es tout beau. Merci, Siro. Tu es beau. Merci. Ouais. Merci. Non. Fotamana à la Côte d'Ivoire. Fotamana. Fotamana. Quand Mohamed Ali est là, le fils du vieux Yoman est obligé d'être là. Recevez maintenant Yoman Jean-François. Bienvenue les frères. Merci Siro. Bienvenue. Yoman, je sais que les chefs Agni n'aiment pas danser. Ils dansent doucement. C'est solennel, c'est majestueux, c'est royal. Bienvenue les gars. Comme je le disais d'entrée, cette émission, nous allons la faire avec un homme de mémoire. Je dirais une bibliothèque culturelle, une légende ivoirienne. Je ne pourrai pas le présenter pour vous parce que je n'aurai pas les mots pour le présenter. Recevez-le maintenant à votre écran. Alain Taï Gloï, docteur ès-lettres, ingénieur culturel, artiste aux 1000 facettes. Conteur, écrivain, comédien, il fait vibrer les mots et les mémoires. Visionnaire engagé, il crée l'espace Nzassa à la Riviera Bounuma, un lieu de transmission, de dialogue et de célébration des cultures. Avec lui, l'art n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Alain Taï, quand la culture devient un acte d'amour. Non, Tao Tao. Ao. Assez. Assez, Siro. Ao. Yoman, comment tu te sens de recevoir cette légende? Qu'est-ce que ça te fait? Fierté, grande joie parce que, en fait, finalement, l'histoire de nos peuples, l'histoire de nos nations et l'histoire de notre Afrique s'écrit aussi avec des noms et M. Alain Taï en est un. Mohamed Ali, Siro.
Fierté, un seul mot, fierté. Tu vois certaines personnes à la télé, tu les entends parler, tu les lis, tu n'as qu'une seule envie, les rencontrer. Et aujourd'hui, je suis dans la joie, comme un petit garçon. Aujourd'hui, pour qu'on soit tous à l'aise, vous pouvez poser vos cannes tranquillement. Ok. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'invité. D'accord, ok. Nous allons lui poser des questions. Nous serons tous des animateurs pour lui. C'est beaucoup d'honneur pour moi. Non, vous savez, vous savez nous savons ce que vous représentez pour notre musique, pour la culture ivoirienne. Et aujourd'hui, c'est la fête de l'indépendance. C'est une joie pour nous de vous recevoir. C'est une joie pour tous les Ivoiriens qui nous regardent actuellement de te recevoir. Ouais. Ensemble, là où vous êtes, ensemble on dit Tao Tao, Tao Tao. Ensemble on dit Aseo, Aseo. Merci beaucoup. Grand frère, Oui. à quoi ressemblait la culture ivoirienne après l'indépendance, juste? Juste après l'indépendance, Oui. oh, on va dire qu'elle était surtout marquée par son aspect patrimonial. C'est-à-dire que c'est la culture traditionnelle qui était majoritaire, parce que la période coloniale n'a pas favorisé l'éclosion des cultures modernes. Elles étaient en laboratoire, pour ainsi dire. Mais c'est à partir de l'acte d'indépendance de la Côte d'Ivoire qu'un chanteur comme Amédée Pierre prend, pour ainsi dire, son indépendance en faisant son premier concert au Centre culturel de Trècheville. Donc c'est vraiment l'indépendance qui a été le détonateur de la créativité nationale. Mais avant ça, c'était des danses traditionnelles, c'était voilà, des productions, on va dire, purement traditionnelles. Qui a été le premier artiste ivoirien? À se premier à produire- faire sortir un album, ou bien un CD ou quelque chose. Mais c'est Amédée Pierre. Ah. C'est Amédée Pierre. Quand on dit qu'il est le père de la musique ivoirienne, c'est vraiment parce qu'il a été le pionnier. Voilà, il a été le pionnier, il a été au devant de tout. D'abord en tant qu'artiste, mais aussi en tant que syndicaliste, puisque c'est Amédée Pierre qui a mené aussi la lutte pour les droits d'auteur, Oui. pour la création du Burida notamment. Wow. Puisque tout ceci était encore inféodé aux organismes du droit d'auteur français. Okay. Et Amédée Pierre a décidé, comme Moufou a dit, on nous a trop volé, Amédée Pierre a dit, j'arrête de jouer, j'arrête de chanter. Et c'est là que le président Houphouët-Boigny a pris la décision de créer un organisme purement ivoirien pour redistribuer les droits aux artistes. OK. Les 3 premières années après l'indépendance, Oui. quels étaient les chanteurs qui étaient en vue en Côte d'Ivoire, les 3 premières années? Différentes aires culturelles ont eu des pionniers. Oui. On va dire l'ère Malinké, Sénoufo, c'était Mamadou Doumbia avec son fameux orchestre, le Conseil de l'Entente. Oui. Mamadou Doumbia qui a vraiment marqué toutes les musiques du Nord. Alpha Blondy a fait ses premiers pas dans l'orchestre de Mamadou Doumbia. Alpha Blondy était Mamadou Doumbia. Il a joué épisodiquement avec Mamadou Doumbia lorsque ce dernier animait des bals. Alpha, qui était jeune, qui était très jeune, qui apparaissait sous le pseudonyme de Elvis, en imitation d'Elvis Presley ou de Johnny. Vous parlez de Johnny Hallyday. Alpha, quand les orchestres faisaient leur pause, allait solliciter de jouer dans l'entracte. Et c'est pour ça qu'il a pu... Respecter les gens qui ont vécu. Mais à côté de ça... donc il y avait Mamadou Doumbia, oui. Il y avait aussi Guy Jean pour l'air culturel Oué. Oui. L'air culturel Oué, les sœurs Komoé. Les sœurs Komoé qui étaient pour l'air culturel, on va dire, Akan. Voilà, l'air culturel Akan. Et puis Amédée Pierre pour toute l'ère culturelle Krou. BT, voilà. Yoman, tu peux poser une question? Oui, vraiment en admiration en écoutant donc la Côte d'Ivoire culturelle. Il me vient à l'esprit de savoir, M. Alain Taï, quelle était donc la politique de l'État de Côte d'Ivoire dans ces années-là par rapport à la culture.
Dans les années d'indépendance, il n'y avait pas de politique culturelle au sens formel, en termes de loi de la République qui donne des orientations générales. Mais il y avait une action culturelle de l'État. Une action culturelle qui était, on va dire, marquée par la forte personnalité et l'engagement personnel du président Houphouët-Boigny, qui lui-même était un passionné d'art et qui, dans tous les compartiments, a impulsé vraiment une action culturelle, que ce soit pour les lettres, avec la création de la Bibliothèque nationale, des éditions NEA à l'époque, les nouvelles éditions africaines, que ce soit dans le cinéma, il a favorisé l'éclosion du cinéma, notamment avec la Société ivoirienne du cinéma, qu'il a créé, la SIC. Exactement. Les locaux actuels de l'ISTC, voilà, avec le studio école de la RTI, tout ça, c'était des locaux occupés par la SIC, la Société ivoirienne du cinéma, que le président Houphouët-Boigny a fait mettre en place pour impulser l'industrie cinématographique en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut dire donc que la construction, puis finalement l'inauguration de l'actuel palais de la culture dans les années 70 était, on va dire, la confirmation de cet engagement du président Houphouët-Boigny par rapport à la culture? Le palais de la culture est plus récent. Hein, il est récent. Mais le site actuel, est-ce que c'était... Le site a été conçu pour être la berge culturelle. La berge culturelle, Voilà. C'est-à-dire que le président Houphouët avait prévu, parce que c'était un visionnaire, c'est quelqu'un qui prévoyait les choses 100 ans à l'avance. Donc il avait prévu que le site actuel qui va de la société de bateaux, dont je ne vais pas dire le nom, jusqu'au restaurant débarcadère, voilà, tout ce site-là, ça devait être la berge culturelle. Un peu une sorte d'Hollywood à l'ivoirienne. C'est ce qu'il avait prévu. Mais malheureusement, il y a eu la crise, il n'a pas pu développer tout son projet. Et lorsque la ministre Henriette Dagri-Diabaté est arrivée toujours sous le gouvernement d'Houphouët-Boigny et du Premier ministre Alassane Ouattara en 90, c'est là qu'elle a sorti le projet de la berge culturelle et elle en a extrait le palais de la culture. Très bien. Voilà, le palais de la culture, qui avait déjà été préfiguré par cette époque. Très bien. On a parlé des chanteurs, et les écrivains, les peintres. Quels sont ceux qui étaient en vue à cette période-là? Il y a eu aussi des pionniers au niveau de l'écriture. On va parler du premier directeur, on va parler de Bernard Belin Dadier, qui est le père des lettres ivoiriennes, un immense écrivain qui s'est illustré dans pratiquement tous les genres de la littérature, le roman, la nouvelle, la poésie, le théâtre, les chroniques, les carnets de voyage, etc., etc., le conte et les légendes. Dadier a exploré tous les genres et il a été excellent dans tous ces genres-là. Donc c'est Dadier qui a posé les bases de la littérature moderne ivoirienne, et ce depuis les années 30. Mais c'est vraiment à partir des années 60 que lui aussi, il connaît une éclosion remarquable. Mais avec Dadier, il y a Anoma Kanié, qui a été un pionnier aussi, qui a été premier président du conseil d'administration du Burida. Donc, Simone Kaya, la première femme à écrire un livre en Côte d'Ivoire, Les danseuses de MP Eya. Voilà, il y a toute une palette comme ça qui ont émergé. Mohamed Ali. Ce que je voudrais demander, par contre, c'est... Vous avez parlé de différents chanteurs, c'est-à-dire notamment Amédée Pierre, les Sœurs Como et autres, qui étaient... c'est-à-dire qui représentaient une région ou un groupe. Est-ce qu'il y avait, à cette époque, c'est-à-dire, il y avait la culture de... C'est-à-dire qu'on pousse chaque chanteur qui représente le clan pour essayer de valoriser une région de la Côte d'Ivoire, ou bien c'était plus concurrentiel? On ne pourra pas parler de concurrence en tant que telle, parce qu'il n'y avait pas de clash entre eux. Mais il y avait une émulation. Il y avait une émulation, une volonté de promouvoir sa culture. Donc chaque aire culturelle s'est positionnée pour valoriser donc, tout ce qu'il y avait dans son terroir. C'est comme ça que les artistes ont émergé et que derrière ces pionniers-là, d'autres jeunes sont arrivés. On sait que l'Ivoire Stade d'Amédée Pierre était une académie, c'était une école de formation où on a appris les Martino Zog, Ernesto Djedje, Pene Gogwa, et tout cela, ils ont émergé après
pour constituer la deuxième génération d'artistes musiciens. Moi, je voulais qu'on reste sur la première génération. Oui. Il y a quelque chose qui m'a fasciné, qui me fascine jusqu'à aujourd'hui. On venait de sortir de l'indépendance. Oui. Comment ça se faisait que quand un BT sortait une chanson, elle était consommée par toute la Côte d'Ivoire. Quand un Sénoufo faisait sortir une chanson, elle était consommée par toute la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui faisait ce beau truc-là? Parce qu'on venait de sortir juste des indépendances. Donc, comment ça se faisait? Oui, mais je reviens toujours à la personne, à la figure, à la grande figure d'Houphouët-Boigny. Houphouët et les pionniers ont décidé que notre devise nationale commence par union. L'union, c'est le ciment. C'est la reconnaissance de notre diversité, mais pour ne pas que cette diversité-là se fractionne, ils ont dit union. Donc, et il y a eu des mécanismes pour que cette union-là opère, notamment facilitant les mariages interethniques, en faisant en sorte que les enfants du Sud aillent à l'école au Nord, que les enseignants, les médecins se déplacent dans toute la région. Donc, ils ont préparé. Ils ont préparé cela. Ce qui a fait que très facilement, même malgré les différences et quelques conflits résiduels qu'on a connus ici et là, l'âme ivoirienne nouvelle là, était préparée au rassemblement. Donc ça a facilité les choses. Waouh. Ça a toujours été comme la télé. Hein. Vous savez, la télé, elle rassemble tout. Mais absolument. La RTI a un rôle... Bon, je ne parle de votre concurrent. Pardon. Non, c'est rien. Ici aujourd'hui, c'est l'indépendance, nous acceptons. D'accord. Mais cette télé-là et la radio ont été des moteurs essentiels de cette union-là aussi. Très bien. Je parlais de l'union de la pub et la télé. Voilà. D'accord. C'est bien dit. La pub. La pub. Bonne fête d'indépendance où vous êtes assis, quel que soit le pays où vous êtes. La Côte d'Ivoire vous souhaite une bonne fête de l'indépendance. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes dans les hommes d'ici. Et dans les hommes d'ici, je suis toujours en compagnie de mes meilleurs amis, le coach Yoman Jean-François, le master coach. Ouais, j'avais diminué des points. Nana Yoman. Ah, ok. Le master coach Nana Yoman Jean-François. Nana Yoman premier. Nana Yoman premier Jean-François. Toi, comment il a dit même à cette fois-là? C'est nous faut tu t'amuses un peu, c'est pas bon. Donc voilà, il faut bien peser tes mots aussi. Voilà. Je suis avec Mohamed Ali, le Sénoufo du jour. Et aujourd'hui, nous recevons une bibliothèque à l'Intaï. Yoman, tu voulais poser une question? Oui, je voulais poser une question parce qu'il me revient souvent que la Côte d'Ivoire culturelle était aussi une Côte d'Ivoire cinématographique et théâtrale. Oui. Il y a un nom qui me vient, Monsieur Ekaré. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'industrie du cinéma et justement le théâtre qui aurait, de ce que nous avons appris, fait les beaux jours de la Côte d'Ivoire d'après indépendance? Oui. On ne peut pas parler d'industrie cinématographique sans parler de la haute figure de Yacouba Sylla. Très bien. Puisque le patriarche Yacouba Sylla, qui a été déporté du Soudan à Sassandra, il me semble, dans les années 30, lorsqu'il a été libéré, a choisi Gagnoa comme point de chute. Il a choisi le Go. Et quand il est arrivé à Gagnoa, qu'il a commencé ses activités commerciales, il a décidé, puisque c'était un opposant, disons-le, à la colonisation, c'est pour ça qu'il a été emprisonné, il a décidé de passer par un autre chemin pour amener les peuples à l'éveil. Et c'était le cinéma. Très bien. Donc, dans sa cour familiale à Gagnoa, il faisait projeter des films. Lui-même, il participait aux séances. Et puis, après chaque séance de film, de projection, il y avait une sorte de discussion qu'il engageait avec les participants pour voir comment les gens avaient perçu voilà, la trame du film, quelles leçons ils en avaient tirées et comment ça pouvait participer à leur construction. Et c'est après avoir expérimenté ce théâtre
on va dire, communautaire, ce cinéma communautaire, que Yacouba Sylla a décidé de construire des salles. Et la première salle, il l'a construite à Oumé, je crois, à la fin des années 50. Okay. Donc, autour de 56, 57, il a construit la première salle. Ensuite, il y en a eu à Gagnoa, à Dzopé, à Divo, dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire, pour booster l'imaginaire des Ivoiriens et leur permettre aussi de découvrir le monde à travers le cinéma. Est-ce que vous êtes en train de nous dire, en fait, M. Alain Taï, que l'industrie du cinéma était donc une initiative privée, pas une initiative gouvernementale ou de l'État? L'État vient après. L'État vient après avec la SIC. Je crois la SIC, c'est autour de 63 que la SIC est créée. Oui. Mais c'est un privé qui a commencé. Exactement. Et dans le sillage de Yacouba Sylla, il y a d'autres familles de grands commerçants, comme ceux qui ont... je crois que c'est la famille Diaby qui a créé le cinéma Liberté, Égalité, Fraternité. C'est la devise de la France. Ouais. Hein. Liberté, c'est à Djamé. Oui. En face des Tours. Oui. Égalité, c'est à Williamsville. Oui. Et puis fraternité, c'est à Koumassi. Non, non, boss, tu viens de nous édifier. Je voulais qu'on s'incline devant la grande famille. Parce que moi, je pensais que les Yacouba Sylla, c'était que des transporteurs. Non, c'est l'histoire de Yacouba Sylla qui est là. Cheikh Nassila, je te respecte maintenant. Je comprends pourquoi tu aimes la culture. Wow. Les gars, est-ce qu'on peut s'incliner devant les Diaby et les Sylla? Les Yacouba Sylla, waouh, waouh, waouh. Moi, j'ai une question. Donc, mais peut-être qu'on peut terminer dessus. Oui. Donc, il y a ça. Et ils réussissent l'implantation de 30 salles de cinéma à l'intérieur du pays. Ouais. Pratiquement toutes les grandes villes sont couvertes. C'est des salles de 600 à 800 places. C'est ça. Et puis, une trentaine de salles aussi à Abidjan. Oui. Wow. Dont 7 à Treichville, 7 à Djamé. Et puis, le reste disséminé dans les autres communes d'Abidjan. Donc, il y a ça. Ouais. Il y a ça, il y a les sociétés de distribution de films, dont les films Malou notamment. Il y a la SIC, qui est la Société nationale de production. Aujourd'hui, c'est l'ONAXI, mais avant l'ONAXI, il y a eu la SIC, après il y a eu le Sénac, et puis maintenant l'ONAXI. Donc l'État aussi s'est engagé à soutenir le cinéma. Tout à fait. Wow. Et peut-être terminer en nous parlant du théâtre. Forcément, en fait, c'est la question théâtre après l'indépendance. C'est la question que tu voulais poser. Je le posais, oui. Quand on a dit du théâtre, c'est-à-dire que nous, les gens ont connu le théâtre à une certaine époque, c'est-à-dire avec tout ce qui était les Adji Daniel et consorts, sans réellement savoir l'origine même. C'est-à-dire que quand, le boom du théâtre après les indépendances. OK. Le théâtre naît à l'école, à l'EPS de Bingerville, dans les années 30, avec le proviseur de cette école à l'époque, qui est Guy Béat. Donc, c'est la promotion des Dadier là, et des Anima qui sont à Bingerville et qui vont après à William Ponty, voilà, au Sénégal. Et c'est là-bas que véritablement le théâtre ivoirien, africain on va dire, prend forme, qu'il est élaboré. Et c'est au retour de cette institution-là que les premières pièces ivoiriennes naissent, avec notamment François-Joseph Amon-Dabi et Bernard Dadier, ainsi que le doyen... Kofi Gado. Okay. Kofi Gado, qui était nos 3 premiers dramaturges. Évidemment, c'était un moyen d'expression parce qu'à travers le théâtre, on sensibilisait sur un certain nombre de questions, les questions d'héritage, les questions de veuves, l'incitation au travail, etc., etc. Donc, le théâtre était un moyen aussi de développement. C'était un moyen de développement qui était utilisé, qui était favorisé par l'État. Très bien. Mais ce qui a servi vraiment de fer de lance de ce théâtre-là, c'est le festival de théâtre scolaire et universitaire, qui dès les années 80 a mis en branle toutes les écoles et les universités de Côte d'Ivoire, de sorte que les enfants de Côte d'Ivoire et les enseignants se sont mis à écrire des pièces de théâtre, à compétir, et c'est comme ça qu'à travers le Festival national de théâtre scolaire et universitaire, on a vu éclore partout des talents comme Assiri Fix Armand, comme Clémentine Papoué, comme Bijier Zoumana, Assandé Fargas, qui ont émergé donc au travers de cette institution-là. Mais pour être complet sur le théâtre, il faut parler du rôle de l'INA. Houphouët-Boigny a créé l'INA pour voir émerger, parce qu'il enviait un peu les Guinéens,
les Guinéens qui avaient de grands ensembles, les ballets nationaux de Guinée, l'orchestre Les Amazones. Et on connaît la rivalité entre Oufoué et Sékou Touré. Donc ils voyaient que la Guinée brillait culturellement et ils voulaient impulser le même rythme en Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'il a suscité l'INA, donc l'Institut national des arts, où il y avait vraiment une école de théâtre qui a formé et vu éclore après des comédiens majeurs comme Bienvenue Neba, Biti Moro, Sidiki Bakaba, Thérèse Taba, Albertine Nguessan, et j'en passe. Et Léonard Groguier. Léonard Groguier, voilà, évidemment, qui a été après absorbé par la télé, mais qui était d'abord un homme des planches. Donc c'était des figures importantes. L'INA était un vivier. Et en face de l'INA, Houphouët-Boigny a créé la Cité des Arts. Parce que dans son entendement, chaque artiste qui sortait de l'INA devait avoir accès à un logement. Mais c'est maintenant, je comprends. Laquelle une sacle. Mais pourquoi nous, on n'habite pas là-bas, et puis c'est les autres là qui habitent là-bas maintenant? Hein? C'est notre cité des arts, là. Normalement, c'est la Cité des artistes. OK. Le président voulait résoudre le problème de la précarité en assurant un logement aux artistes. C'est pour ça que de grands artistes comme Bienvenue Neba, Thérèse Taba, Dago et Toto, le père de Marcelin Yassé, Cyril Yassé, ont tous eu une maison à la Cité des Arts. On a grandi là-bas, moi j'ai grandi là-bas. Voilà. Mais ton père, il a eu comment maison à la Cité des Arts, là? Ton père il est dramaturge. Dis-nous ça. Non, il n'y avait pas Montagne dramaturge en Côte d'Ivoire. Okay, On une question pour toi. Oui, si. Laissez-moi terminer sur ça. OK. Vraiment. Avec plaisir. Oufoué, vous voyez la partie qui va de la RTI à l'université, c'était la zone de l'esprit. OK. Pour Houphouët-Boigny, enfin je parle à sa place, parce qu'on interprète l'aménagement culturel du territoire. L'université, c'est le lieu de maturation de la pensée. Et quand on quitte l'université, on descend à l'INSAC où on matérialise les idées, où on matérialise la pensée, sous forme de pièces de théâtre, sous forme d'œuvres plastiques, sous forme d'œuvres musicales. Pour diffuser ces œuvres, on va à la RTI. Wow. Donc, c'est le père fondateur. C'est un continuum. Non, le père fondateur. C'est un continuum. Et en face de tout ça, il met la cité. Et si vous voyez toute cette zone, c'est une zone de l'esprit parce que vous allez voir que l'église protestante est là, le centre catholique, CCEA est là, vous allez voir que l'USO est là. Tout ça, c'est la zone de l'esprit. Wow. Voilà, pour que les Ivoiriens s'élèvent par l'esprit. Voilà, ça, c'était son projet. Une architecture culturelle. Absolument, Et puis absolument. avant-gardiste. Absolument. Très avant-gardiste. Bon, Yoma. Oui, dis-moi. Ouais, là, je vous... Mais tu avais une question pour moi, non? Si, tu avais une question pour moi, non? Non, je vais sur Yoma. Ah, ok, d'accord. Ah, Ok. je ne sais pas comment ton père a eu maison à la Cité des Arts, là. Ah, c'est le Mauritanien. Sio. Eh, coach, il n'a qu'à rester les défunts. Comment ça? C'était la première boutique après les indépendances. Dis-moi, oui. Penses-tu que la culture ivoirienne s'est modernisée au lendemain de l'indépendance ou c'était l'appauvrie? Oh, je pense que oui. Je pense que oui. L'industrie culturelle en Côte d'Ivoire a connu, c'est vrai, ces moments de gloire. D'ailleurs, la période 1960-1980 est décrite comme la période d'or de la culture ivoirienne. Après, comme tous les esprits, forcément, la culture d'un pays va rythmer aussi et être conduit par l'histoire aussi du pays, par son vécu. Donc, je pense que, oui, aujourd'hui, nous avons peut-être hérité, à partir de début des années 90, du zouglou, qui est une autre forme aussi d'expression culturelle, peut-être dans un environnement plus estudiantin. Puis au début des années 2000, le coupé-décalé qui arrive aussi dans son contexte, avec son histoire. Et puis peut-être aussi depuis 2010, on a le rap ivoire qui est en train aussi de faire ce qu'il est en train de faire. Donc oui, je pense que la culture ivoirienne continue de briller. Et puis par derrière, on voit aussi que de manière structurelle maintenant, M. Taï disait tout à l'heure qu'au départ, c'était des actions culturelles. Mais je pense que progressivement, on en est arrivé à une politique culturelle avec un ministère de la culture qui mène
beaucoup d'actions culturelles pour promouvoir donc cette culture-là. Donc oui, Siro, elle s'est modernisée, elle s'est développée, elle s'est exportée. Aujourd'hui, il y a un Made in Côte d'Ivoire en termes donc de culture. La culture ivoirienne aujourd'hui, ce n'est pas seulement la musique, ce n'est pas seulement le cinéma. Aujourd'hui, le vêtement transporte aussi la culture ivoirienne. Et je pense que la culture ivoirienne, d'une certaine façon aussi, se voit par son style de vie. Voilà. Par exemple, le nouchi fait partie aujourd'hui de ce patrimoine culturel ivoirien-là. Donc, de mon point de vue, ça s'est développé, ça s'est diversifié. Mais mon petit mais, c'est le sentiment que les Ivoiriens en eux-mêmes ne sont pas friands vraiment de cette culture-là, ne sont pas transporteurs ou vendeurs de cette culture-là. C'est le sentiment un peu mitigé que j'ai sur cette culture-là. Mohamed Ali, la même question pour toi. Moi, si je réponds, ça ne sera pas objectif. Donc, faut pas répondre. Non, je t'explique pourquoi je dis ça. Parce que je suis... la musique que j'écoute, qui me met, comme on dit les Ivoiriens, qui me met bien, qui me calme, qui m'épanouit, c'est la musique d'après l'indépendance. J'écoute rarement la musique ivoirienne Est-ce que c'est actuelle, moderne, contemporaine. c'est pas ton papa qui te manque? Non, ça n'a rien à voir. C'est qui l'écoutait là? Non, parce que en fait, peut-être que ça a coïncidé. Oh, si tu as vu, je vais être sérieux, coach, il me fatigue. Je dis, c'est une musique que les parents écoutaient, tu vois, ça jouait en boucle. Et puis après, tu as certains morceaux, par exemple, que ta mère te dit, ah, ça, par contre, j'adore, que ce soit, comment ça s'appelle, Gégé Léopoldine. Oui, Gégé Léopoldine. Après, il y a Tino Rems, Zouk Casto, Dan Log, il y a Zachary Noël, il y a tout ça. Donc, je n'écoute que ça. Est-ce que tu penses que oui, ça s'est modernisé ou ça s'est appauvri? Non, ça s'est modernisé avec un peu d'appauvrissement. Ok. Voilà, parce que je trouve que maintenant, avant, il y avait la voix. Avant, ça dit que c'était... Tu avais l'impression... le talent. Ouais, enfin bon, je sais pas... Il ne faut pas qu'on dise ça après, on va se faire allumer. Ils ont le talent. Mais avant, j'ai l'impression que c'était plus des chanteurs à voix, des chanteurs à vraiment... Ça dit des gens texte. Voilà, et puis qui jouaient même, ça dit qu'il y avait l'instrument qui était mis en valeur. Plutôt que maintenant où il y a plus l'ordinateur, l'autotune et consort. Voilà ce que je veux dire. Voilà. Monsieur Alain, tu as eu la même question pour vous. D'accord. Bon... Est-ce que la musique a évolué depuis les années 60? La culture, la culture ivoirienne, oui. Après l'indépendance, penses-tu qu'elle s'est modernisée ou elle s'est appauvrie? Je pense que les années... Ou bien elle s'est appauvrie dans la modernisation? Les années où Houphouët-Boigny, paradoxalement, les années du parti unique ont été les années les plus prolixes en matière culturelle. Et ce, dans tous les domaines. Je vous ai parlé de l'industrie du cinéma qui avait 60 salles. Aujourd'hui, elle n'en a plus que 16. Concentré essentiellement à Abidjan. Ça veut dire qu'on a régressé. Tout à fait. Est-ce qu'on a 16 même? Mais comment ça s'explique? Il y en a 16. Comment ça s'explique? Il y en a une douzaine. C'est comment ça? Voilà, vous avez les cinémas pâtés, ce sont des enseignes étrangères pour la plupart, le cinéma pâté et puis le cinéma majestique. Donc, voilà, il y en a une douzaine. Il y avait cinéma de... Voilà. Donc, il y a ça. Il y a bon, je parlais de comparer hein, l'époque d'Houphouët et celle... Quand vous regardez dans le théâtre, toutes les grandes esthétiques théâtrales, à l'époque d'Houphouët-Boigny, le didiga, le théâtre rituel, le kotéba, la griotique, le Dieudonné Niangoran Porquet, et puis le théâtre populaire, le théâtre classique de l'INA. Toutes ces esthétiques-là prospéraient. Les gens pouvaient jouer dans plusieurs salles dans le pays, aller en tournée, jusqu'à Wangolo, Dougou, où il y a un centre culturel. Donc, ça, c'était l'époque d'Houphouët. Je ne parle même pas de la chanson, avec l'ORTI, l'Orchestre de la Gendarmerie nationale, du GATL, les artistes voilà, jouaient régulièrement, soit pour les galas présidentiels, ou alors pour des bals ici et là. Il y avait des concerts. Il y avait une vie culturelle assez dense, assez riche, au niveau scolaire comme au niveau des professionnels. Et puis, survient le multipartisme en 1990, où on nous dit que la parole est libérée, certes, mais paradoxalement, c'est une parole appauvrie, une parole artistique appauvrie.
Là où on a vu prospérer les grandes esthétiques musicales, théâtrales, cinématographiques, aujourd'hui, on voit bien que les voix s'estiolent, que en termes de thématiques, de grandes thématiques, les artistes ont perdu de la substance, même au niveau esthétique, ils ont perdu de la consistance. Et très souvent, vous avez évoqué le zouglou et le coupé décalé. Ces deux formes d'expression artistique qui correspondent certes à une époque ont gagné en efficacité. Voilà, en efficacité, ce qu'elles ont perdu en fond esthétique. Voilà, en fond esthétique puissant, surpuissant même. Voilà. Je parle de la musique d'Amédée Pierre, hein, notamment. Je parle de la musique de Gay Victor, qu'on a écouté tout à l'heure. 30 ans, 40 ans après, elle est toujours d'actualité. Il n'y a aucune altération. Voilà, parce que les gens, ils ont vraiment travaillé. Voilà, de ce point de vue-là. Donc, il y a, je pense, on a gagné en nombre, en quantité, mais on a perdu en qualité. En qualité, on a vraiment Parce perdu. que, avec la mutation, la transition numérique, il y a eu beaucoup de raccourcis dans les home studios. Donc, les gens sont allés vite. Aujourd'hui, avec l'avènement des séries, la Côte d'Ivoire n'a pratiquement pas de long métrage. Voilà, il y a très rarement des longs métrages. On est dans une logique de série, alors que les séries, bon, elles ne vont pas compétir à l'échelle internationale. Le Nigeria, il produit près de 800 à 1000 longs métrages. Il est sur des plateformes voilà, de diffusion qui sont mondialement reconnues, avec des artistes, des acteurs qui ont pignon sur rue. La plupart des artistes nigérians, sud-africains, kenyans, je parle des artistes chanteurs, si vous comptez les 50 premiers artistes africains, ce sont eux, hein. Nigérians, sud-africains. Les Ivoiriens qui tournent à l'international, ils sont 5. Mais oui. Alpha Blondy, Tiken Jah Fakoly, Dobé Niaoré, Manu Gallo, Magic System. Mais oui, il n'est même pas dans le 5 majeur. Mais oui, tourne à l'international, mais il est dans la diaspora. Ça, c'est la diaspora. Voilà, maintenant, il est dans la diaspora. Le problème, la différence entre nous aussi, entre ceux qui tournent de manière internationale et ceux qui sont dans la diaspora, est-ce que ce n'est pas un problème de piston? Parce que l'international, par exemple, les Nigériens, eux, quand il y a un qui est là, il appelle l'autre. Même aujourd'hui, je vois ça avec les Congolais. Les Congolais, quand il y a un qui est là, ils soutiennent. Mais ici, je pense qu'il y a un manque de soutien. La preuve cette union dont vous parliez, d'entrée de jeu, qui a servi de ferment justement à cette musique après indépendance, où justement, que ce soit au nord, à l'est ou à l'ouest, etc., les Ivoiriens se sentaient impliqués et les artistes se sentaient solidaires. Est-ce que cette solidarité-là n'a pas disparu avec le temps, culturellement? Moi, je ne me mettrais même pas dans les logiques de solidarité. La musique, c'est une profession. Elle a ses règles et puis elle a ses professionnels. Voilà. Pour que quelqu'un comme Manu Gallo ou Dobé Niaoré atteignent le niveau où elles ont une programmation de 200 dates à l'année, c'est parce que dans leur système, il y a quelqu'un comme Michel Deboc, qui a l'agence Contre-Jour, qui est une agence de booking. L'agence de booking, ça veut dire qu'il a un catalogue, un répertoire de 500 festivals. Et comme lui, il a travaillé avec les artistes en amont, il a formaté leur offre, il va proposer. Quand il y a des marchés comme le Midem, le MAS, le SINAS en Amérique du Nord ou le WOMEX, il va proposer son catalogue. Et puis, les directeurs de festivals qui fonctionnent par réseau disent « Ah, ben cette année, nous, on va prendre Dobé Niaoré, on va la programmer dans tous nos festivals. C'est pareil au plan traditionnel, il y a le CIOF. Il y a le CIOF, c'est une organisation qui fait la promotion des arts traditionnels. Donc, si vous n'êtes pas membre du réseau du CIOF, vous n'avez qu'à être la meilleure troupe de danse ivoirienne, vous ne sortirez pas. C'est une question de réseau. C'est une question de réseau et puis d'avoir
la bonne adresse, d'avoir le bon professionnel qui... Et ça manque en Côte d'Ivoire. Ouais. Ça manque en Côte Le d'Ivoire. gars se lève matin, il dit voilà. il est manager. Voilà. Ça Lui, il manque se des lève matin, diffuseurs. il dit il est tourneur. Voilà. Ou il est diffuseur. Des diffuseurs qui Boss. connaissent le réseau. Si tu veux parler, laisse-moi tomber. Mais- La pub, Voilà. la pub, la pub. Oh, l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes dans les hommes d'ici et aujourd'hui, les hommes d'ici, nous célébrons l'indépendance. Nous parlons de la Côte d'Ivoire, nous parlons de notre pays, nous parlons de cette terre bénie de Dieu, nous parlons de notre héritage, nous parlons de la nation ivoirienne. Où vous pensez que personne ne voit, mais on voit tout. Dans les hommes d'ici, je suis en compagnie de mes meilleurs amis, le coach Yoma Jean-François, Mohamed Ali. Et aujourd'hui, nous avons un invité de taille, ouais, une légende, Alain Taï. Grand frère, Oui. prêtez vos oreilles et écoutez ça. Avant, quand on entendait cette chanson, on savait qu'il était l'heure d'aller à l'école. On savait, on le savait. Et pour votre surprise, nous allons recevoir la dame qui chantait cette chanson, Maman oui. Gofa. Ah, super. Maman Gofa. Ça. Ah oui. Maman, bienvenue dans les hommes d'ici. Merci. Maman, la chanson là voulait dire quoi? Ah, bon, la chanson voulait dire que parmi les villes de la Côte d'Ivoire, notre région fait pitié. Donc il y a longtemps, les artistes sont engagés. Hein? Notre région fait pitié parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de route. Hein. Ah, vous venez d'où? Je viens de Tabou. Tabou. Tabouville même. Ah. C'est ça. Ça n'a pas changé. Oui, c'est mon Maman, pote, ça. tu peux rechanter, pardon? Elle est Ça nous... venue. Ah, vas-y, pardon. Ah, t'as boudé. Oh. Mais maman, En Koumen, c'est un Koumen. c'est un coup de main. d'accord. Mais maman, comment cette chanson-là s'est retrouvée à la radio? Est-ce que tu savais? Non, à l'époque, actuellement, Georges Segui était à la radio. Hein? Et quand on faisait nos répétitions, lui, il venait là, puis il enregistrait. C'est comme ça. C'est comme ça que ça s'est retrouvé à la radio. Et nous avons passé à la télévision ivoirienne aussi. Donc, Maman, tu peux me chanter une autre chanson, pardon? C'est toi qui chantes ça? Oui. Mais vieux Gazet nous mentait. Vieux Gazet, tu nous mentais. Moi, j'ai pensé que c'était une chanson Annie. Maman, ta voix est chic hein, jusqu'à présent. Hein? Oui, Non, mais ta tu sais voix que est nostalgique en fait. Maman, comme moi, je n'aime monsieur Alain Taï va causer un peu à vous. Causez en doyen, respectons les gens qui ont vécu. Nous, vraiment, Mon vieux. on est bleu dedans. Le peuple Kroumen, c'est un grand peuple de Côte d'Ivoire, d'Afrique même. Parce que
crewmen. Bien. OK. Voilà, des hommes d'équipage. Exactement. Quand les Anglais sont arrivés, c'est les crewmen qu'ils ont eu comme coéquipiers pour assurer les voyages sur les navires, tout ça. Les crewmen ont creusé les canaux, hein, le canal de Suez, de Panama notamment, parce que c'est un grand peuple de travailleurs. Tout à fait. C'est grâce à eux aussi qu'on a le rail en Côte d'Ivoire. Même Parce des que, des Vridi Canal. voilà, Vridi Canal, hein, ils ont travaillé aussi sur le rail. Ouais, ouais. Voilà, c'est Mais eux. pourquoi on nous dit toujours que c'est... Bon, je ne dis pas que ce sont eux qui sont venus creuser notre canal. Non, le peuple crewmen. Et c'est pour cela qu'il y a des rameaux de cette population-là partout en Afrique. Si vous allez en Centrafrique, si vous allez au Ghana, si vous allez... on dit que Nkrumah est un crewman. Même jusqu'au Cameroun, Bon, on les trouve. Hein? Il est Un peu crewman de partout. Grand Bérébi. Grand Bérébi. Puisque, oui, Nkrumah. The crewman. Nkrumah. Tabou. Waouh. C'est l'indépendance vraiment. Donc, ce peuple s'est disséminé dans le monde. Et puis, c'est un grand peuple de culture. Si vous regardez bien, aujourd'hui, le tambour Didi Ayekwe des Hachans, qu'on appelle communément ébrié, est à l'honneur parce qu'il doit être rapatrié. Mais si vous regardez bien le Didi Ayekwe et que vous interrogez la danse clé, oui, clé, le grand tambour parleur de la danse clé, mais c'est comme Didi Ayekwe. Hein. Et quand vous regardez les guerriers de la danse clé, là, c'est les mêmes que les guerriers taproniens ébriés. Et Henriette Diabaté et Léonard Kodjo, dans le livre Abidjan, disent bien que le peuple Hachan ébrié vient du pays Krou. Nous, on a volé une chanson là-bas. Wow. Voilà. Il faut chanter. Quand Donc, il c'est- est qui, toi, quand Ça, c'est Grand Bérébi. Oui, c'est Grand Bérébi. Mais ça voulait dire quoi? Bon, Ah, toi, mais t'as chanté. en fait, on a volé, puis on a mis ça en BT. Ah, d'accord. ok. Bon, moi, je suis crewman des tabous. Oui, maintenant, comment... Mais crewman des Grand Bérébi, là, C'est différent. C'est différent. Mais il y a les chansons que nous, on chantait dans Warrior, là. On dit que c'est toi qui as envoyé. C'est quel chant? La chanson que Ange, père son nom, Ange Super chantait, là. Comment ils chantent ça? Attends, ça va revenir dans ma tête. Bon, ta chanson que Vieux Gazet volait pour venir chanter. Les chansons là sont beaucoup. Vieux Gazet a Il y pris a, mal il y a fait, El tu veux dire. Nyaye. Oui, c'est toi qui as chanté ça encore? Oui. Tiens, maman, fais un peu. El Nyaye, El Nyaye, El Nyaye, adobo, El Nyaye mo. El Nyaye, nadio, El Nyaye mo, nabaye. El Nyaye, adobo, El Nyaye do. Ah, maman, je t'aime. Mais. Elle a une voix vraiment nostalgique. Vraiment. Mais vous savez qu'Amédée Pierre Oui. a vécu en pays Kroumen. Oui, son papa Il a été infirmier des grandes endémies en pays Kroumen et il a appris la langue Kroumen. Et une bonne partie du répertoire d'Amédée Pierre, c'est en langue Kroumen. Oui, son père avait marié une femme crewman. Femme Kroumen. Parce que c'est des grands chanteurs, les Kouroumens. Ah oui, absolument. Oui. Fast Clark. Ouais. Bon, aujourd'hui, c'est l'indépendance de la Ça se Côte d'Ivoire. Mohamed Ali, regarde ta caméra. Un mot. Comment tu te sens aujourd'hui? Mais la fierté, Oh, Siro. oui, et comment... Pour nous, pardon, rapidement, tu sais, vous pouvez aller dans les pays européens, il y a un jour d'indépendance. Mais pour nous, par exemple, Ivoiriens, qui allons dans un pays africain qui est anglophone, aucune notion de francophone. Je me retrouve un jour d'indépendance à mettre la musique de mon pays. Je suis seul dans un quartier de peut-être 1000 habitants, Siro. Je suis le seul à danser. Il y a la fierté. Ou quand je passe, coach, et puis j'entends l'indépendance ou l'abidjanaise, quelque part, quand on est ailleurs dans un pays africain, Exactement. on est fier. Donc imagine dans mon pays. Il n'y a pas de mots. Il n'y a même pas de mots pour ça. Même pas de mots. Yoma, Oh, Siro, je le dis et je le répète, hein, si j'étais pas né ivoirien, regarde ta caméra. si j'étais pas né ivoirien, j'en aurais voulu toute ma vie, en fait, à mon père et à ma mère, parce que oui, c'est une fierté d'appartenir à ce pays qui nous a vu naître et cette nation qui continue vraiment d'étonner le monde. Hein, d'étonner le monde. Je pense que la Côte d'Ivoire, c'est vraiment aussi cette Côte d'Ivoire culturelle-là que nous voulons défendre à travers cette émission. Maman, vous qui avez vécu les années d'indépendance, regarde la caméra
et dis comment tu es contente aujourd'hui de voir la Côte d'Ivoire évoluer doucement, doucement, culturellement. Oui, la Côte d'Ivoire a évolué. Parce qu'à l'époque, quand nous étions petites et nous avons vieilli, ce n'est pas les mêmes choses. Oui. Et aujourd'hui, on voit les jeunes chanteurs, on voit les bonnes choses dans la Côte d'Ivoire, à Abidjan, comme ailleurs. Et moi, des fois, quand je suis assis dans ma maison, je dis, ma mère, tu es parti vite, oh, mon père, tu es parti vite, parce qu'il y a des choses qu'on voit aujourd'hui que vous ne voyez pas avant. C'était difficile pour vous. C'est vrai que c'est un peu difficile, mais nous sommes heureux de voir notre Côte d'Ivoire évoluer. Et vraiment, quand on est à la maison, des fois, tu es là, tu réfléchis. C'est bien, la Côte d'Ivoire est bien aujourd'hui. Maman, ici tu as NCI et on vient de t'écouter. Je te promets, je te fais la promesse. J'appelle Saint-Bouez. Si tu m'entends, regarde-moi. Fais tout pour entrer en contact avec la maman. Produis 2 sons. On va tout faire pour qu'elle passe à cette télé-là, hein, maman. On va tout faire. Il sait, c'est déjà fait. Il sait. C'est déjà fait. Ça, c'est déjà fait? Oui. Bon, quand les émissions de culture vont reprendre, on va tout faire pour que tu passes ici. Je m'engage à faire cela, maman. Chante-nous un petit truc encore. Il a très constitué son prochain. Après, si elle volé les chansons, elle passe là-bas. Elle a beaucoup de chansons. Il le dit. Ah ouais, il y a beaucoup de choses comme ça. Bon, maman, tu réfléchis, on finit par toi. Voilà, il y en a. Alain Taï. Oui. Aujourd'hui, vous avez vécu les années d'indépendance, vous avez étudié encore l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vous connaissez la Côte d'Ivoire profondément, c'est-à-dire politiquement, culturellement. Et quel est votre mot? Qu'est-ce qui vous anime en ce jour de la fête d'indépendance de Côte d'Ivoire? Regardez la caméra et vous avez 20 secondes. 20 secondes seulement. Pour que ça soit... J'ai à peine le temps d'éternuer. Pour que vous mettez tout dedans. Vous puissiez mettre tout dedans. C'est difficile à résumer. Bon, allons-y. Mais une grande espérance, parce qu'on est le pays, on a la terre d'espérance. Une grande espérance en ce que on a un grand potentiel au plan national et que les choses que nous avons réalisées qui sont intéressantes ne sont qu'une vitrine. Ne sont qu'une vitrine. Un prototype de ce que nous pouvons faire à l'échelle nationale. Voilà, un prototype. Parce que nous sommes un grand pays avec des esprits très avancés. Et la Côte d'Ivoire a un message pour l'humanité, pour le monde. C'est pour ça qu'on dit être un modèle de l'espérance promise à l'humanité. Ça veut dire que donc il y a des défis qui attendent le pays, ses hommes, ses enfants. Et moi, c'est à ce niveau-là que je situe les choses. Je pense qu'on a réalisé beaucoup de belles choses, mais on a encore plus à démontrer au monde. Et la Coupe d'Afrique, la dernière Coupe d'Afrique, a montré le chemin. Elle a montré comment, étant unis derrière nos autorités, avec toute l'énergie de la jeunesse, la créativité des femmes, comment on peut transcender. On peut transcender et marquer le monde entier. Parce que c'est ce qui s'est passé avec le coup du marteau. On a marqué le monde entier. Maman, on va finir par toi. Hein. Pour moi, c'est la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, c'est autre chose. À chaque fois que nous arrivons à cette date, je me dis, quel est ce pays? Quel est ce pays où tout pousse, où tout réussit? Je voulais lancer un message à tous les jeunes Ivoiriens. Si vous êtes de la Côte d'Ivoire, vous devez savoir que vous êtes les rejetons d'un arbre fertile. Et tout ce que vous allez faire vous réussira. N'hésitez pas. Croyez en vous, parce que vous êtes né avec. Maman, je viens à côté de toi pour entendre juste ma dernière mélodie et fêter l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Oh, vous pouvez soulever vos chasses-mouches là, pardon. Voilà. Yoma. Nelala ne monso desta comme la dira pour dire la molene na bio na bia yedene lala ni o eno bo ere yo ne la mle te
Mone lala ne moso dansa comme la dira pour dire la molene na biona bi aye dene la bio. Seigneur. Oh, maman.